voulais commencer par une question polémique que les parents me posent souvent en consultation et que certains professionnels me posent. Mais finalement, le TDAH, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est pas juste un trouble éducatif? Est-ce que l'enfant va pas mûrir et ça va pas disparaître? Et puis finalement, quel est l'apport de tous les écrans qui viennent nous déconcentrer? Alors, j'ai sorti cette citation d'un livre qui m'a beaucoup plu. Cette citation, je ne vais pas vous faire profiter de mon superbe accent anglais, je vais vous le traduire. Finalement, quand on est sur le web, on a tellement de sollicitations qu'on se retrouve tous avec un span attentionnel de 9 secondes, autant qu'un poisson rouge, finalement. Et c'est vrai que finalement, on a tellement de sollicitations en permanence avec nos écrans, nos téléphones, nos montres, nos smartwatches, qu'on pourrait se demander si le TDAH n'est pas la résultante de tout ça. Eh bien, on va essayer de démontrer que non, c'est un trouble qui est décrit finalement depuis très longtemps. Et on va jouer un petit jeu tous ensemble. Il paraît que pour favoriser son attention, il faut décroiser les bras et poser les pieds bien à plat sur le sol. Alors je vais vous demander de le faire. Tous décroiser les bras, poser les pieds à plat sur le sol. Et puis, le TDAH, on sait que ça touche environ 5% de la population. Il devrait y avoir à peu près 5% d'entre vous qui vont commencer à décrocher. Alors je ne vous dis pas dans combien de temps, on verra ça. Si vous commencez à décrocher, on se reverra au cabinet ou à l'hôpital. Je vous laisserai choisir. Alors, le déficit d'attention, quelques signes simples. Une difficulté à soutenir son attention, notamment sur les tâches monotones. Les enfants qui souffrent de déficit d'attention vont vous dire « je ne comprends pas, en mathématiques, en histoire géo, j'arrive à bien suivre, mais alors le cours de français, la philo, je m'endors, j'arrive plus à suivre ». Et effectivement, l'attention est variable chez ces enfants. Déficit d'attention est un mauvais terme, parce que déficit d'attention veut dire qu'il n'y a pas d'attention. Non, on le verra tout à l'heure, c'est le contrôle attentionnel qui est mis à mal. C'est une distractibilité, les difficultés attentionnelles. Distractibilité interne, je vais commencer à partir dans mes pensées, un mot va me faire rebondir sur un autre, puis encore un autre et encore un autre. Ça peut être également une distractibilité externe, s'il y a du bruit derrière moi, si quelqu'un fait tomber son crayon, ça va attirer mon attention au lieu de rester focalisé sur le cours. On peut avoir également des ruptures attentionnelles. Les ruptures attentionnelles, c'est très simple. On est en train d'écouter ce que raconte le professeur et puis d'un coup, on se retrouve le regard dans le vague, en train de penser à rien du tout et on fixe un point devant soi et on n'est plus du tout là. Et quelques instants après, c'est comme si on se réveillait, on se dit « Ah bah tiens, là j'ai loupé un wagon ». Donc ça fait partie de ce qu'on appelle les difficultés attentionnelles. Une difficulté à prêter attention aux détails, des enfants qui font beaucoup d'erreurs d'étourderie et qui lisent mal les consignes. Et effectivement, ce sont aussi des enfants qui peuvent sembler ailleurs quand on leur parle. Mais c'est assez trompeur, parce que finalement, on se rend compte qu'ils ont une écoute assez superficielle des choses. Et alors que le professeur a l'impression que l'enfant n'écoute pas, lorsqu'il va l'interroger pour le piéger en lui disant « Est-ce que tu peux me répéter ce que je viens de dire ?» l'enfant va lui répéter mot pour mot ce que le professeur venait de dire. Mais le problème, c'est que son attention était superficielle à ce moment-là, et sorti du cours, il ne sait plus tellement de quoi on a parlé. Ce sont également des enfants qui vont avoir tendance à perdre, égarer leurs affaires et avoir des oublis fréquents dans la vie quotidienne. C'est très important ça, oublis fréquents dans la vie quotidienne. Le TDAH, ce n'est pas uniquement à l'école. Hein, je dis toujours aux parents quand ils me demandent, lorsque je prescris un traitement médicamenteux, est-ce qu'on l'arrête le week-end? Je leur dis, ben, le TDAH, il ne prend pas de week-end, il ne prend pas de vacances, c'est tous les jours. Et les symptômes de TDAH, on les retrouve aussi à la maison. Donc je pars de la maison pour aller à l'école ou au travail, je parle beaucoup des enfants, mais ça touche aussi les adultes, j'oublie mes clés. Donc c'est la vie quotidienne, c'est pas uniquement à l'école. L'agitation dont on parle tout le temps, le classique point d'interrogation Zébulon, on verra que finalement c'est plus si classique que ça. Oui, l'agitation, ça fait partie des symptômes du TDAH, mais TDAH, je vous le rappelle, ça veut dire trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et
certains sont en fait calmes. Alors il y en a aussi, et je l'ai noté, qui remuent sur leur chaise. J'avais la semaine dernière un patient qui sautillait sur sa chaise, c'était assez impressionnant à voir, et qui me confirmait qu'effectivement en classe, il ne pouvait pas s'empêcher de sautiller sur sa chaise. Et hier même en consultation, un jeune de 5 ans et demi qu'on m'amène et qui est tombé 3 fois de sa chaise. Ça arrive aussi, effectivement. On a le moulin à parole, on a aussi celui qui ne va pas tellement s'agiter physiquement, mais une vraie pipelette qui ne s'arrête jamais de parler. Et puis on a l'agité psychique, celui qui est calme en apparence, mais dont les pensées ne s'arrêtent jamais, qui est tout le temps en train de penser. Et celui-ci, quand vous essayez de le mettre au lit, impossible de s'endormir, on a une pensée qui en chasse une autre, puis encore une, et encore une, et encore une, et voilà. Et ça s'arrête jamais. Et un petit cas particulier, les filles sont classiquement moins agitées que les garçons. Mais comme je vous dis que les garçons ne sont pas finalement si classiquement agités que ça ne vaut pas grand-chose. Alors l'impulsivité, ça fait partie des symptômes du TDAH. L'impulsivité, c'est quoi? C'est le fait d'agir avant de réfléchir. Agir avant de réfléchir. J'ai lu ma consigne à moitié et paf, j'ai démarré parce que j'ai l'impression que j'ai compris de quoi on parlait et c'est parti. C'est le fait de couper la parole aux autres. On est en plein dîner avec ses parents, ses frères et sœurs, et puis là, on va couper la parole en permanence à tout le monde. On occupe une place centrale, on occupe l'attention. Ce sont des jeunes qui ont du mal à attendre leur tour. Alors quand vous leur demandez, lorsqu'ils font leurs courses, en pleine période de course, le samedi après-midi, s'ils ont le courage d'attendre quand ils arrivent à la caisse, parfois ils vont vous dire bah, j'ai laissé mon caddie parce que je ne me voyais pas attendre 15 minutes à la caisse. Pareil pour le petit qui attend à la boulangerie son pain au chocolat, qui va repartir sans parce que non, maman ne va pas attendre, il y a 3 personnes devant. Ce sont des jeunes qui s'entêtent, qui ont tendance à être obstinés, ils veulent toujours avoir raison. Alors ça, les parents vous diront, impossible de leur faire lâcher le morceau. Et aussi des jeunes qui ont tendance à s'énerver rapidement. Ça sont les signes d'impulsivité. Alors tout ça, c'est quoi? Finalement, vous l'avez vu, ce sont des symptômes qui ne sont pas pathognomoniques. On peut tous avoir à certains moments un manque d'attention, parce qu'on a mal dormi la nuit précédente, parce qu'on est préoccupé par quelque chose. On peut tous à certains moments s'énerver, classiquement le Parisien en voiture. On peut tous aussi à certains moments être agité quand on est anxieux. Donc ce sont des symptômes que tout le monde peut ressentir de temps à autre. Alors qu'est-ce qui va faire le diagnostic de TDAH finalement? C'est un trouble neurodéveloppemental, le TDAH. Et qui dit trouble neurodéveloppemental dit chronicité. C'est un trouble dont on va poser diagnostic quand on a un retentissement depuis plus de 6 mois. Bon, en général, ce qui se passe au cabinet, c'est que je les vois avec un trouble qui évolue depuis plus de 2, 3, 4, voire 5 ou 6 ans. Donc le diagnostic, là, il n'est pas compliqué. Et on a un retentissement fonctionnel important dans plusieurs domaines. Le domaine relationnel, on a des difficultés à garder ses copains quand on est un impulsif qui bouscule tout le monde dans la cour de récréation sans le vouloir. Dans le domaine familial, parce qu'à force d'occuper une place centrale à la maison, couper la parole à tout le monde, avoir du mal au moment de faire ses devoirs et monopoliser papa, maman 2 heures pour faire 10 minutes de devoirs tous les soirs, tout le monde commence à avoir un petit peu marre. Et puis un retentissement scolaire. Le TDAH n'est pas forcément un trouble des apprentissages, mais il peut avoir un impact scolaire, et bien souvent il y a un impact scolaire. Et puis, on va poser ce diagnostic quand il n'y a pas d'autres causes qui expliquent les symptômes. On a quelques TDAH d'origine psycho-affective dont on ne va pas parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du TDAH neurodéveloppemental, les troubles du sommeil, classiquement le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, qu'il faut toujours dépister chez ces enfants-là, entraîne des symptômes de TDAH. Alors là, je vous ai présenté la vision du TDAH d'avant les années 80. Et on va le voir aujourd'hui, la science a beaucoup évolué depuis.
Avant les années 80, c'était la fameuse triade symptomatique dont je viens de vous parler, avec en premier l'agitation. Avant les années 80, c'est l'agitation qui prime pour poser le diagnostic. En deuxième, l'impulsivité. Et en troisième, les difficultés attentionnelles. J'aime pas dire déficit d'attention, je le note, mais je préfère parler de difficultés attentionnelles. Et finalement, avant les années 80, c'est le gamin agité, intenable, épuisant, c'est un trouble comportemental. Après les années 80, on a progressé un petit peu, on retrouve notre triade symptomatique, mais cette fois-ci, on a les difficultés attentionnelles qui sont au premier plan. Et c'est ça le TDAH. Le TDAH, c'est une difficulté attentionnelle. Ils ne sont pas forcément agités, ils ne sont pas tous impulsifs, mais ils ont tous des difficultés à maintenir leur attention. On retrouve dans notre triade symptomatique l'impulsivité et l'agitation, pas forcément. Le diagnostic de TDAH peut enfin exister sans agitation, on ne parle plus de troubles comportementaux et le déficit d'attention passe enfin au premier plan. Il a fallu attendre un sacré moment. Les premières descriptions du TDAH datent quand même de la fin du XVIIIe siècle. Alors, un déficit d'attention, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un déficit d'attention? Alors, quand on regarde les tests neuropsychologiques de nos patients, on va se demander, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un déficit d'attention focalisé? C'est ce dont on parlait il y a encore quelques années, parce qu'on constate que certains de ces patients sont plus doués en double tâche. Et effectivement, s'ils ont une activité motrice en même temps qu'ils écoutent le cours, ils vont arriver à mieux se concentrer. Parfois, alors qu'ils sont en train de jouer à la PlayStation dans le salon, on a papa-maman qui sont en train de discuter de problèmes financiers, on a le gamin qui va intervenir dans la conversation depuis l'autre pièce. Donc on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un déficit d'attention focalisé. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un déficit d'attention divisé? On sait que certains de ces patients sont capables d'une hyperfocalisation, notamment à l'âge adulte. À l'âge adulte, certains ont appris à s'hyperfocaliser et la terre pourrait trembler autour d'eux, qu'ils ne décrocheraient pas de leur tâche. Et là, on a les parents qui disent « Non, moi je ne peux pas souffrir d'un trouble attentionnel, la terre peut trembler autour de moi, je ne vois rien ». En fait, ils ont appris à hyperfocaliser. Est-ce qu'il s'agit d'un déficit sur toutes les modalités d'attention? En fait, quand on regarde les bilans neuropsychologiques de nos patients, il n'y a pas une modalité d'attention, l'attention focalisée, qu'on appelle aussi attention sélective, c'est l'attention qu'on porte sur une tâche. Il n'y a pas non plus l'attention divisée ou l'attention soutenue qui soit plus atteinte qu'une autre. C'est très variable d'un patient à un autre. Alors, ça nous amène à la vision nouvelle du TDAH depuis 2005 que je voudrais partager avec vous, et c'est celle que je veux que vous gardiez en quittant cette journée. Il s'agit en fait d'un déficit du contrôle attentionnel, un déficit du maintien de l'attention et pas un déficit de l'attention, qu'elle soit sélective, divisée ou soutenue. Ce sont également des enfants, et j'aimerais que dans la prochaine version du DSM, ça apparaisse enfin, qui ont des difficultés d'organisation. Et ça, c'est un critère diagnostique majeur, les difficultés d'organisation. Ce sont des gamins qui sont complètement désorganisés et on doit apprendre aux parents à les organiser pour que petit à petit eux-mêmes apprennent à s'organiser. On en parlera si j'ai le temps, mais j'ai tendance à trop m'étaler sur les diapos. Et ce qu'on découvre depuis les années 2005, c'est qu'en fait, le TDAH, c'est un trouble des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, qu'est-ce que c'est? Ce sont les fonctions régulatrices du comportement et des émotions. Ce sont les fonctions cérébrales supérieures. Ce qu'on dit aux parents, finalement, les fonctions exécutives, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui organise tout au sein du cerveau. Et ce sont ces fonctions exécutives qui nous donnent la capacité à nous adapter à une situation nouvelle. Et donc nos enfants TDAH, adolescents TDAH et adultes, sont en difficulté dans les situations nouvelles, conflictuelles ou complexes. Cette vision nouvelle du TDAH, c'est un trouble des fonctions exécutives et pas un trouble comportemental.
des jeunes qui ont un défaut de contrôle attentionnel, mais qui sont capables de se concentrer. Un gamin qui a un TDAH, c'est pas un gamin qui n'arrive pas à se concentrer. Ils peuvent se concentrer sur des tâches qui les intéressent. Tous les parents vous diront, attendez, moi ça me pose un problème votre diagnostic de déficit d'attention, parce qu'il peut passer 1h30 sur sa PS3 et il n'a aucun problème à se concentrer sur son jeu vidéo. Effectivement, le déficit de contrôle attentionnel n'est pas présent en permanence et l'attention peut être stimulée par différents facteurs. L'attention peut être stimulée par le stress mobilisateur stimule l'attention et permet de maintenir une bonne attention. L'intérêt qu'on va porter à une tâche permet de maintenir une bonne attention et le médicament, on en parlera tout à l'heure, permet de maintenir une bonne attention également. Mais donc, le déficit de contrôle attentionnel n'est pas permanent, ces enfants peuvent se concentrer. C'est un déficit à l'initiation et au maintien de la tâche. Combien de parents vont vous dire en consultation, je ne sais pas ce qui se passe, il sait faire, mais il va rester 1 heure assis à son bureau avant de démarrer la tâche. Et la maîtresse vous dira, il sait très bien faire, quand je vais le voir et que je lui dis, allez, on s'y met, il se met à la tâche et il sait parfaitement faire son travail. Mais ces jeunes-là, avec ce déficit de fonction exécutive, ont du mal à initier la tâche et à maintenir la tâche. Ils vont décrocher à ce moment-là. Des difficultés d'organisation, je le disais tout à l'heure, ils sont incapables de se faire un plan de travail quand ils rentrent de l'école en se disant je vais commencer par les mathématiques parce que j'aime bien ça, je vais terminer par le français que j'aime pas, si j'ai commencé par les maths, ça va me donner la motivation de continuer. Ils n'arrivent pas à le faire, ils sont complètement désorganisés. Et on les retrouve avec un cartable qui est plein à craquer de feuilles dans tous les sens, dont on ne retrouve jamais les dates, et ils sont obligés en permanence de courir après les cours des copains et des copines. J'en vois qui se reconnaissent dans la salle. Ce sont également des jeunes qui ont des difficultés à planifier leurs tâches, des jeunes qui ont des difficultés à anticiper les événements, et des jeunes qui ont des difficultés à gérer leur temps. Il manque parfois de temps en interrogation, en examen, parce que ils vont passer 20 minutes sur une question hyper simple, et 5 minutes avant la fin, ils vont se dire « Ah, c'est pas possible, il ne me reste plus rien pour faire la partie la plus importante. » Et c'est effectivement aussi un trouble de la régulation des émotions. On a vu que les fonctions exécutives jouaient un rôle à ce niveau-là, trouble de la régulation des émotions, et on le retrouve avec nos patients impulsifs qui passent facilement d'une humeur à une autre. Alors un autre message important que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est que le TDAH, je vais vous le redire tout à l'heure, pour moi c'est un diagnostic ultra simple, mais ça n'en fait pas pour autant un trouble simple. Et je voudrais que tout le monde ait cette idée, c'est un trouble compliqué jusqu'à preuve du contraire. Le TDAH, il est isolé dans seulement 30% des cas. Ça veut dire que dans 70% des cas, nos patients qui souffrent de TDAH ont des comorbidités. 33% de ces patients-là vont avoir au moins un trouble comorbide, 16% d'entre eux vont avoir au moins 2 troubles comorbides et 18% au moins 3 troubles comorbides. Donc il faut toujours rechercher les comorbidités chez ces patients. Alors les comorbidités, il y en a beaucoup, on ne va pas les détailler. Le dépistage des comorbidités est impératif. C'est pour ça qu'on leur fait des bilans complémentaires. Les troubles de la lecture sont fréquents. On retrouve des troubles de la lecture chez 15 à 40% de nos patients qui souffrent de TDAH. Les troubles spécifiques des apprentissages. Je dis toujours, quand on traite un TDAH avec un médicament, on n'a même pas fait la moitié du boulot. Il faut toujours aller chercher ces comorbidités et les traiter également. Les troubles praxiques, la dyspraxie, les troubles visio-spatiaux, les troubles anxieux, on a quasiment 40 à 60% de nos patients TDAH, enfants, adolescents ou adultes, qui ont un trouble anxieux. La dépression, beaucoup de patients TDAH présenteront une dépression dans le cours de leur vie. Le trouble oppositionnel avec provocation,
qui dans les études américaines représente environ 80% des enfants TDAH, et curieusement dans mon cabinet, 5% des enfants TDAH. Je crois qu'on n'a pas les mêmes critères de diagnostic. Les troubles oculomoteurs, il fallait que je les mette, sinon j'allais me faire engueuler. Mais je les cherche toujours. Hein, et quand un patient me dit « j'ai mal à la tête », il est orthoptique. Les troubles du spectre autistique, ils sont fréquents. Et je vois beaucoup de jeunes qui ont des syndromes d'Asperger qu'on appelle Asperger light. Et les Asperger légers sont malheureusement sous-diagnostiqués et très fréquemment associés au TDAH. On dit que 70% des jeunes qui ont un syndrome d'Asperger ont un déficit attentionnel. C'est pas vrai pour le TDAH. 70% des TDAH n'ont pas un trouble du spectre autistique, mais une bonne quinzaine de pourcents quand même. Les troubles visuospatiaux dont je parlais tout à l'heure, etc., etc. Alors le bilan diagnostique, comment est-ce qu'on pose le diagnostic? C'est un diagnostic clinique, un diagnostic simple, l'entretien familial. Les parents sont la meilleure source d'information en ce qui concerne les symptômes de TDAH. On va interroger les parents, on va interroger l'enfant ou l'adolescent et on va recueillir des informations auprès des tiers. J'envoie systématiquement une observation à faire remplir par les enseignants et je demande toujours aux parents les bulletins scolaires depuis la petite section jusqu'à la terminale s'il est en terminale, le CP s'il est au CP, et on regarde les bulletins scolaires et sur les bulletins scolaires on voit peut mieux faire, devrait se concentrer, concentre-toi plus, tu aurais de meilleurs résultats si tu prêtais attention aux cours, bavarde, dispersé, oublie la moitié de ses affaires. C'est une source majeure d'information, les bulletins scolaires. Quand je reçois un adulte en consultation, je lui dis vous appelez vos parents, vous faites ressortir de la cave les bulletins scolaires et vous me les amenez, je veux les voir. Et les adultes savent qu'il faut venir avec leur bulletin scolaire pour poser le diagnostic. Les bilans complémentaires, le diagnostic est clinique, les bilans complémentaires c'est toujours. On fait toujours un bilan complémentaire parce que le diagnostic de TDAH est simple, je dirais même ultra simple quand on connaît bien, mais c'est aussi ultra simple de passer à côté d'un trouble comorbide. Donc on fait toujours des bilans complémentaires chez ces patients. Les bilans complémentaires, évaluation neuropsychologique. L'évaluation neuropsychologique, elle nous donne un tas d'informations. Déjà, on va connaître les points forts sur lesquels on peut s'appuyer pour notre patient. On va aussi connaître les points faibles. Elle va nous orienter vers un trouble des apprentissages qu'on n'aurait pas pu diagnostiquer à l'interrogatoire. Le bilan orthophonique. Je vous ai mis en gras les bilans que je demande systématiquement. Le bilan neuropsychologique, c'est systématique jusqu'à un certain âge. Le bilan orthophonique, c'est systématique aussi. Le bilan psychomoteur, systématique chez les enfants, plus chez les adolescents. Le TDAH avant 6 ans, j'en parlais tout à l'heure avec un neuropsychologue qui me fait le plaisir d'être présent dans la salle, c'est un trouble psychomoteur jusqu'à preuve du contraire. L'enfant qui s'agite, qui a du mal à se concentrer à l'âge préscolaire, jusqu'à preuve du contraire, c'est un trouble psychomoteur, on l'envoie chez le psychomotricien. On ne met pas un gamin de 3 ans sur Ritaline, ça ne veut rien dire. En cas de signe d'appel, un bilan orthoptique, là je l'ai mis en premier pour vous faire plaisir, mais j'en demande beaucoup, ça doit être un bon quart de mes patients. Un bilan neurovisuel, éventuellement. Un bilan pragmatique du langage, c'est un peu mon dada, diagnostiquer les Asperger légers quand il y a un TDAH parce qu'ils sont sous-diagnostiqués et je ne supporte pas ça, de les voir avec des difficultés dans la communication avec les autres et de dire aux parents tout va s'arranger avec le médicament comme par miracle. Donc je vous l'ai mis, mais il y a aussi effectivement d'autres bilans qu'on peut faire en plus de ces bilans en cas de signe d'appel. Alors la prise en charge de nos patients, une fois qu'on a fait tout ça, il faut bien le prendre en charge. C'est bien beau de poser le diagnostic, il faut s'en occuper. La prise en charge, elle est multimodale. Multimodale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plusieurs spécialités, plusieurs professionnels de santé, et prendre le TDAH en charge dans tous ses aspects. On va prendre en charge le patient, mais aussi la famille et l'environnement.
On va traiter les comorbidités quand il y a des comorbidités, et il y en a dans 70% des cas. Donc il faut le savoir, rééducation orthophonique, rééducation orthoptique, psychomotricité, groupe d'habileté sociale, etc. On va également aménager la scolarité, c'est l'environnement. Enfin, en France, on essaye d'aménager la scolarité, parce qu'avec les enseignants, c'est pas toujours gagné. Et on va éventuellement faire de la psychothérapie et de la psychoéducation. Je vais revenir plus en détail là-dessus. La psychoéducation, c'est la première étape indispensable à une bonne alliance thérapeutique. Comment voulez-vous traiter un patient qui ne sait pas ce qu'il a? Et il m'arrive parfois de recevoir des patients qui sont traités depuis 4 ans, et lorsque je leur demande, traités depuis 4 ans par Ritaline, lorsque je leur demande pourquoi est-ce que tu prends de la Ritaline, ils entendent me répondre parce que je m'agite, ou parce que je fais suer tout le monde, pour rester poli, et ça c'est insupportable, d'entendre ces patients ne pas savoir pourquoi ils sont traités. Alors on éduque l'enfant vis-à-vis de son trouble, on lui explique ce qu'il a, on éduque les parents aussi, parce que dire aux parents, on va lui donner un traitement médicamenteux, ça va aller beaucoup mieux pour son attention à l'école, mais le parent qui a aussi un TDAH et qui va oublier de lui donner son traitement médicamenteux, c'est un peu fâcheux. Et puis, on va aussi expliquer aux parents que le traitement médicamenteux ne va pas tout régler, qu'il va quand même falloir accompagner l'enfant le soir et lui apprendre à apprendre une leçon, qu'il va falloir peut-être l'apprendre avec lui, qu'il va peut-être falloir laisser son enfant bouger le soir quand il essaye d'apprendre une poésie. Parce que ce qu'on leur explique, c'est que l'enfant TDAH, pourquoi est-ce qu'il bouge? L'enfant TDAH bouge pour activer l'éveil cérébral. Le fait de bouger lui permet de mieux se concentrer. Donc ça, il faut dire aux parents, parce que sinon, les parents viennent vous voir après 6 mois de traitement pour vous dire c'est bien votre traitement, les notes sont meilleures à l'école. Mais pour les voir, on galère encore, parce qu'il ne veut pas rester assis sur sa chaise. Si vous leur avez dit, laissez-le bouger, ça stimule l'éveil cérébral, il arrive à mieux se concentrer, ils vont lâcher le gamin avec ça. Et ça permet quoi? Ça permet de déculpabiliser. On va déculpabiliser tout le monde, y compris en luttant contre les idées reçues. Mais en fait, si j'ai pas de bonnes notes à l'école, c'est parce que je suis pas intelligent. C'est parce que je suis pas assez mûr. Et les parents vous disent, mais on l'a mal élevé ou quoi? Et c'est ce que les copains, les copines leur envoient. J'ai encore vu une maman hier qui me disait je m'éloigne de mes amis parce qu'à chaque fois qu'elles voient mon gamin, elles me disent que je ne sais pas l'élever et elles me donnent des tas de conseils. Alors on déculpabilise, et ça, c'est la première étape indispensable. Aider le patient, aider les parents à comprendre les symptômes. La méthode Barclay, pour les troubles du comportement, j'aurais dû la mettre dans les psychothérapies, mais je pense que j'ai eu un petit manque d'attention à ce moment-là, en voyant mes diapos hier. Vous voyez, ça arrive à tout le monde. Alors la psychothérapie, elle n'est pas toujours indiquée. Elle est indiquée pour traiter un trouble anxieux, c'est quand même 70% de nos patients TDAH, j'exagère parce que j'aime beaucoup traiter les troubles anxieux, c'est 40 à 60% de nos patients TDAH. Traiter l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ce qui va être atteint en premier. Et dès le CP, dès la maternelle parfois, vous voyez des gamins qui manquent de confiance en eux et qui ne vont pas se mettre au travail parce qu'ils ont peur de se tromper. C'est simple à comprendre. Ces jeunes-là sont mis dans une situation d'impuissance. On leur demande de se concentrer, de restituer leurs connaissances, sauf que l'attention va varier et en permanence, ils vont se rendre compte qu'ils font des étourderies, qu'ils n'arrivent pas, ça fait partie des fonctions exécutives, à accéder aux informations stockées en mémoire, même si elles ont été bien apprises. Donc cet enfant qui se retrouve dans un état d'impuissance va avoir l'impression de ne pas savoir faire, va perdre confiance en lui et va avoir l'impression que le travail qu'il va faire à la maison ne sert à rien. Donc il faut traiter l'estime de soi. Thérapie comportementale et cognitive, parfois instaurer des routines. Instaurer des routines, c'est quelque chose de majeur chez ces enfants-là. Je vous ai dit, le TDAH, ce n'est pas un trouble du comportement, c'est un trouble des fonctions exécutives.
c'est un trouble de l'organisation, de l'initiation, du maintien de la tâche, de l'anticipation, de la planification. Quand on leur donne des routines, ça roule. Quand on leur dit, lorsque tu arrives à la maison, tu poses tes clés à tel endroit, tu poses ton téléphone portable avant de te mettre au boulot, dans la cuisine, toujours au même endroit, pour ne pas l'oublier, ça marche. On va leur apprendre en thérapie comportementale l'autocontrôle, également des techniques d'organisation. C'est bien facile de dire qu'ils ont des difficultés organisationnelles, il faut aussi leur apprendre à s'organiser. Alors, les smartphones, c'est génial, mais ça ne marche pas. Parce que quand on se fait des to-do list sur les smartphones, le problème c'est qu'après il faut les allumer et regarder la to-do list. Donc, technique d'organisation, comme je dis toujours, c'est pen and paper. Ça fait un peu plus cool de dire en anglais, alors je le dis en anglais, c'est papier-crayon. On s'organise avec papier-crayon et je fais faire des panneaux d'affichage aux parents devant le bureau avec l'emploi du temps, les tâches à faire, et on va organiser les tâches à faire par ordre d'importance. On va traiter aussi les habiletés sociales quand il y a besoin. Et alors là, je voulais vous mettre, je ne sais pas si c'est celle qui s'affiche, et des méthodes de pédagogie adaptées. Évidemment, apprendre à apprendre, c'est essentiel. Leur apprendre à faire des fiches. Bon, je les envoie beaucoup en orthophonie, faire de la gestion mentale. Alors sur cette diapo, je voulais vous montrer un exemple de ce que j'ai fait. Je ne sais pas si ça ressort bien. Ce sont des fiches que j'ai fait pour ces patients-là, des fiches d'aide à la thérapie comportementale, avec là, en exemple, la routine du matin. La routine du matin avec les parents qui vont pouvoir compléter combien de temps l'enfant a pour faire telle ou telle tâche. Donc le matin, j'ai 5 minutes pour me lever, j'ai 10 minutes pour m'habiller, j'ai tant de temps pour le petit déjeuner, j'ai tant de temps pour me brosser les dents. Après, si j'ai un traitement, je pense à prendre mon traitement, je vérifie mon cartable avant de partir. Quand vous leur faites des routines comme ça roule. Alors, on a dit qu'il y avait un déficit de gestion du temps. Donc la routine comme ça, en fait, vous le faites avec un timer pour bien voir le temps s'écouler, parce que sinon ça ne marche pas. Si vous faites ça, vous lui dites à 5 minutes pour te brosser les dents, le gamin il commence à se brosser les dents, et puis il pense à un truc, et encore à un autre. Il se rappelle qu'il est en train de se brosser les dents, parce que ça commence à piquer sur la langue quand même, donc il recommence à frotter, et puis il va repenser encore à autre chose, et le brossage de dents ça peut durer 15 minutes. Alors les dentistes sont ravis, c'est génial, mais les parents beaucoup moins, parce qu'il faut courir après pour aller à l'école. Les aménagements scolaires, on parlait d'aménager l'environnement. Les aménagements scolaires, c'est chaud, mais on essaye d'y arriver. Limiter les distractions. Le gamin a un déficit du contrôle attentionnel. Il faut arrêter de le mettre au dernier rang, parce que sinon, tout ce qui va se passer devant lui va le passionner. Et la prof, un peu moins. Donc on va l'asseoir près du bureau de l'enseignant, et on va demander à la maîtresse à limiter les affaires qui sont posées sur le bureau. On n'a pas 4 stylos, un bleu, un vert, un rouge, un noir, on a un stylo 4 couleurs. C'est plus simple. Comme ça fait moins de trucs avec lesquels jouer. Un temps supplémentaire pour les évaluations, éventuellement, tous n'en ont pas besoin. Expliquer les consignes, donner les consignes une à une. Le gamin TDAH, il va lire la consigne, il va démarrer un tout berzingue parce qu'il a une idée qui lui vient en tête, il a peur de l'oublier. Alors il démarre un tout berzingue, il n'a pas lu la consigne jusqu'au bout et il est hors sujet. Désolé, tu as 5 sur 20, alors qu'en fait, tu avais assez de connaissances pour avoir 15. Donc on demande à la maîtresse de réexpliquer les consignes à l'oral, même si le gamin donne l'impression d'avoir compris. Et on donne les consignes une à une quand il y a des difficultés au niveau des fonctions exécutives. On leur demande si possible de ne pas pénaliser pour les étourderies et les oublis, parce que ça fait partie des symptômes du TDAH. On ne va pas pénaliser un diabétique parce qu'il fait une hypoglycémie pendant un contrôle, on ne lui mettra pas 0, enfin j'espère. Donc on fait pareil pour nos patients. On va aider l'enfant à initier la tâche. Quand on voit qu'il ne s'y met pas, on ne part pas du principe qu'il ne veut pas travailler. On va se dire soit il a peur de se planter, soit c'est ses difficultés exécutives qui font qu'il n'arrive pas à s'y mettre. Donc on l'aide à démarrer la tâche. Ça je le dis aux parents aussi, hein, c'est valable pour les enseignants mais les parents aussi. Et on va favoriser les interrogations orales, autoriser la réponse sous forme de mots-clés, arrêter de leur demander de faire des phrases en permanence. Ils ont du mal à s'organiser, ils ont du mal à organiser les idées dans la tête. S'il faut déjà les organiser dans la tête et ensuite les organiser sur le papier,
Ça prend un temps fond tout ça, et de l'énergie aussi. Interroger sous forme de QCM, c'est génial pour les enfants qui ont un trouble des fonctions exécutives prononcé. Le déficit de fonction exécutive, il est plus ou moins prononcé en fonction des enfants. Celui qui a un trouble des fonctions exécutives prononcé, lorsqu'il voit la réponse parmi d'autres, il dit c'est bon, c'est celle-là la bonne, et enfin il arrive à avoir de bonnes notes. Donc ces aménagements, on les demande. Il y en a beaucoup d'autres qu'on peut demander au cas par cas. Je vous ai mis ceux que je demande en priorité. Alors le traitement médicamenteux, un traitement découvert en 1944 par hasard, alors qu'un médecin faisait des expériences sur les hyperactifs et leur prélevait. Il faisait des ponctions lombaires aux patients hyperactifs pour voir s'il n'allait pas trouver quelque chose dans le liquide céphalorachidien. Et ces pauvres gamins qui avaient des ponctions lombaires à répétition avaient des maux de crâne impressionnants. Alors le Doliprane, ça ne marchait pas. Il s'est dit, je vais essayer les amphétamines. Alors les amphétamines n'ont pas fait passer les maux de tête, mais à l'école, ils ont commencé à être super. Et là, on s'est dit, tiens, les amphétamines, ça a peut-être un effet chez nos patients. Et du coup, la Ritaline, la fameuse, a été synthétisée 10 ans plus tard, en 1954. Ce qui fait qu'on a près de 60 ans de recul. Donc quand un traitement médicamenteux est nécessaire, je dis toujours aux parents, je vous fais l'ordonnance, j'ai pas la main qui tremble. On a 60 ans de recul, les effets sur le long terme, on les connaît. Sur le long terme, il n'y a quasiment pas d'effet secondaire. Enfin, ok, il y a un effet secondaire, mais moi j'ai tendance à l'appeler le deuxième effet qui se coule. Parce qu'en fait, l'effet sur le long terme, c'est que les capacités attentionnelles, elles vont s'améliorer petit à petit. Et ça, on le voit en imagerie fonctionnelle. On voit que les patients qui prennent ce traitement-là, petit à petit, s'améliorent, améliorent leur capacité attentionnelle. Et ce qui est génial, c'est que vous le voyez en clinique. Un patient que vous traitez depuis quelques années, petit à petit, va vous dire « Tiens, en fait, j'ai fait un test. » C'est les ados, il faut faire des tests. Il y en a marre de prendre des traitements. Donc après quelques années, ils font des tests. J'ai fait un test, j'ai pas pris mon traitement pendant une semaine, j'arrive à me concentrer à peu près. Je dis, bah ok, je te fais pas l'ordonnance, on se revoit dans un mois. Et petit à petit, comme ça, vous avez des patients qui ont arrêté leur traitement et leurs capacités attentionnelles se sont améliorées sous traitement. Donc, les effets sur le long terme, je ne les crains pas, je les attends. C'est ce que j'explique aux parents. Alors, il y a des effets indésirables sur le court terme, oui, mais j'ai l'habitude de dire qu'ils sont simples à gérer parce que ce sont des effets qui vont être immédiats et qu'on va pouvoir moduler avec différentes formes galéniques. On a une seule molécule en France, le chlorhydrate de méthylphénidate. Cette molécule-là est disponible sous 4 formes galéniques différentes. On ne sait pas trop pourquoi, mais en fonction des formes galéniques qu'on va prescrire à l'enfant, on va avoir une tolérance et des effets différents. Donc on peut jouer, entre guillemets, sur les différentes formes pour moduler les effets indésirables. Les principaux effets secondaires, c'est diminution de l'appétit, maux de tête, maux de ventre. Après, on peut avoir des tics et autres, mais je ne vais pas rentrer dans le détail sur les médicaments. Retard de croissance, il y a eu une méta-analyse importante il y a 2 ans sur le sujet qui concluait retard de croissance très rare et quand retard de croissance il y a, moins de 1 cm sur la taille définitive. J'ai vu une maman hier qui mesure 1,80 m, son ex-mari 2 mètres, elle me dit « Oh, c'est pas grave, ça lui fera du bien au pire. » Alors, le méthylphénidate, traitement de dernière intention. Oui et non. Traitement de dernière intention, 80% de mes patients sont traités. 80 à 85% de mes patients sont traités. Donc en fait, traitement de dernière intention parce que on initie une rééducation orthophonique, une rééducation orthoptique, de la psychomotricité, on fait de la gestion mentale, une psychothérapie, et si ça ne suffit pas, on leur prescrit un traitement médicamenteux. Mais la plupart du temps, ils viennent me voir, ça fait 4 ans qu'ils ont tout essayé, donc je leur prescris un traitement médicamenteux rapidement. Mais effectivement, c'est en dernière intention parce qu'ils ont déjà tout tenté quand ils viennent me voir. Le méthylphénidate, ce n'est pas un traitement spécifique, ça permet d'améliorer l'attention portée aux stimuli, ça ne permet pas de traiter le déficit d'attention. Il n'y a pas d'effet immédiat sur la réalisation de la tâche, mais juste une amélioration de la capacité à négliger les stimuli, parasites,
tout ce qui se passe dans votre environnement va être négligé plus facilement. C'est l'effet du méthylphénidate. Ça vous permet de ne pas être distrait en permanence. Et ça améliore les capacités de contrôle également. L'effet n'est pas spécifique. Quelqu'un qui n'a pas de déficit d'attention et qui va prendre du méthylphénidate aura son attention améliorée. Mais il sera aussi énervé et il ne va pas dormir la nuit. Et c'est une connerie de se booster avec un traitement comme ça pour des examens. Et lorsqu'on vient voir avec des demandes comme ça et qu'il n'y a pas de TDAH, je leur dis, passez votre chemin, prenez du Guronzan ou autre chose, mais venez pas me voir. Alors les points forts que je voulais que vous reteniez aujourd'hui, un trouble authentique. J'ai commencé en étant un peu polémique avec une question que les parents se posent beaucoup. J'espère que j'y ai répondu. Non, ce ne sont pas les smartphones ni tout ce qui nous entoure qui entraîne le TDAH, mais c'est bien un trouble neurodéveloppemental qui est décrit depuis longtemps et la compréhension du trouble progresse chaque année. On continue d'apprendre des choses sur le TDAH. Je suis moi-même très heureux de continuer d'apprendre chaque année sur le TDAH. La prise en charge est multimodale. Le traitement, c'est 40% de la prise en charge. Et comme je le disais tout à l'heure, je continue d'en apprendre tous les jours et je suis sûr que les présentations suivantes vont nous apporter beaucoup et j'attends de vous entendre maintenant. Je vais vous laisser la parole. Merci de votre attention.